Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est la dernière séance du cours de Management 2 de la session d'hiver 2020. Donc s'adressant aux étudiants du semestre de licence d'études fondamentales en sciences économiques et gestion de l'université Mohamed I Oujda, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Tout au long du cours, nous avons appris que depuis plusieurs siècles jusqu'à aujourd'hui, le champ de la théorie des organisations ne cesse de se développer et de s'enrichir, de la rationalisation du travail à l'entreprise libérée, en passant par la théorie des systèmes. Les différents courants de pensée se succèdent, parfois complémentaires et parfois antagonistes. Donc, face à ces événements, le cours de Management 2 a eu comme objectif de guider l'étudiant dans la découverte et la compréhension des principales approches théoriques. Donc, sur le plan économique, il s'agit de savoir quel type d'organisation sera le plus efficace pour atteindre un objectif donné. Sur le plan humain ou social, chaque forme d'organisation véhicule une certaine vision de l'homme au travail, et les conséquences des choix organisationnels se traduisent rapidement par plus ou moins d'autonomie ou d'intensité dans le travail. Les cadres conceptuels proposés auparavant dans le cours permettent de caractériser les différents types d'organisations et d'en comprendre le fonctionnement. Leur connaissance est indispensable à toute personne qui exerce ou se destine à exercer les responsabilités managériales dans une organisation privée, publique ou associative. Donc, aujourd'hui, cette dernière séance a pour objectif de faire un grand rappel des différentes théories et le plus important à retenir et vraiment va se consacrer dans cette séance. À travers le plan du cours de Management 2, nous avons appris différentes notions. C'était divisé en 3 parties, en passant déjà par une introduction qui a fait un rappel de la matière de Management 1, avec ses notions, ses définitions, donc les différentes organisations qui existent, les différentes définitions du management, qu'est-ce qu'un manager. Donc ça, c'est des notions que vous devez comprendre, que vous devez être apte à définir sans même faire un effort. Donc vraiment, comprendre la notion de management consiste à vraiment revoir l'introduction qu'on a déjà faite. Donc pour ce qui est des parties, on a vu 3 parties. La première partie, c'était les théories classiques. On a vu les différentes notions. C'est l'introduction à la matière de la théorie des organisations. La première école, c'était l'école classique, l'école des relations humaines et l'école néoclassique. Ce sont 3 écoles qui sont très très importantes. Donc, on va spécifier à la fin que c'est des écoles que vous devez comprendre, que vous devez apprendre et faire une petite différence entre ces écoles et les théories classiques du management et aussi revoir ou comprendre les théories classiques en économie. Mais nous, on s'est consacré spécifiquement à la matière de management. Donc, la deuxième partie, c'était les théories modernes. Les théories modernes, ce sont des théories qui s'attachent, qui sont toujours bien sûr utilisées. Donc vraiment toutes les théories qu'on a vues sont toujours utilisées dans les organisations. Donc d'une manière ou d'une autre, le manager utilise les différentes théories. Donc on a vu l'école systémique, l'école de la contingence, la théorie de la décision, l'école sociologique et les théories économiques de l'organisation. Donc chaque école défend ses idées et chaque école est utilisée d'une certaine manière dans le management d'une organisation. La troisième partie, on l'a vu à la dernière séance, la dernière séance de la semaine dernière, donc c'était les transformations organisationnelles contemporaines. Ça, c'est des idées, c'est de nouvelles idées qui se sont rajoutées au management, donc on les intègre souvent peu à la matière de management surtout dans notre faculté, mais ce qui est important, c'était vraiment de donner les principales idées de chaque organisation ou de chaque transformation qu'on a vu, parmi lesquelles il y a l'organisation Lean, l'entreprise intelligente, l'entreprise libérée, les types de structures et vers des organisations en réseau. Donc c'est juste le fait de comprendre ces notions. Qu'est-ce que c'est que ces notions? Donc, juste avoir un petit clin lorsque vous entendez une des transformations organisationnelles. Donc aujourd'hui, on va passer à la dernière séance, c'est la conclusion. Donc vraiment, c'est la synthèse des écoles et des auteurs clés. Donc la séance d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est la conclusion ou bien la synthèse des écoles et des auteurs clés qu'on a vus. Donc pourquoi cette conclusion? C'est vraiment pour
vous rappeler ce qu'on a vu et aussi de vous mettre l'accent sur les notions à apprendre. Donc, apprendre pourquoi déjà? Pour passer la matière, donc vous allez passer un examen. Et donc pour cet examen, vraiment les notions d'aujourd'hui, c'est les plus importants à retenir. Donc tout ce qui est à rajouter, c'est vos propres mots et aussi la culture générale que vous avez appris durant le cours. Donc, et aussi, les écoles, les résumés qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment les grandes idées, les apports de chaque école dans la théorie des organisations ou bien dans la matière de management 2. Donc, la séance d'aujourd'hui va inclure des diaporamas, comme on l'a toujours l'habitude de voir. Donc, c'est des parties qu'on a vues tout au long de la séance ou de la matière de management 2 et qui sont les plus importants à retenir. Donc, vraiment, les trucs ou les autres éléments ou tout ce qui est complémentaire, c'est vraiment des éléments, c'est de la culture générale de la matière de management. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le plus important. Donc, c'est vraiment les apports, ce sont les idées de toutes les écoles, de chaque école spécifiquement, mais résumées d'une certaine manière. Donc, j'espère que ça va vous aider dans votre vie et aussi que ça va vous aider pour réussir l'examen. Donc, c'est vraiment le but de la matière. Déjà, c'est de réussir la matière à travers l'examen que vous allez avoir en septembre. Donc, l'examen, c'est sûr qu'il va être limité parce qu'à la fin du cours d'aujourd'hui, je vais spécifier parce que j'ai eu pas mal d'emails qui m'ont demandé ou de personnes qui m'ont envoyé des emails pour demander quelles sont les parties qui vont être incluses dans la matière. Donc, comme on a vu que des cours en ligne, c'est sûr qu'on va enlever plusieurs parties. Donc, le but vraiment, déjà le but premier de la matière, c'est de comprendre la matière de management 2. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette matière d'une façon globale, mais on va spécifier exactement pour réussir la matière. Donc, on n'a pas besoin de tout savoir, mais on a surtout besoin, c'est vraiment de la culture générale, mais on a besoin de passer l'examen. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est vraiment à la fin du cours, vous allez être apte à savoir qu'il y a quelques parties qui vont être incluses dans l'examen et pas toutes les parties. Donc, je vais commencer un petit peu par les premières notions qu'on a vues de la matière. Donc, vraiment, les éléments que vous devez comprendre, donc que vous devez savoir. Donc, si vous étudiez le management, c'est impossible que vous ne compreniez pas qu'est-ce qu'une organisation. Donc, vous serez apte normalement à expliquer d'une certaine manière, de votre manière ou bien sûr de celle qui est dictée par la matière. Donc, les organisations sont des systèmes. Ce sont des systèmes sociaux créés par des individus, donc c'est les individus qui créent une organisation. Pourquoi ils la créent? Donc c'est afin de satisfaire des besoins, donc grâce à des actions coordonnées. Donc les besoins, il y a certains besoins qui vont être, on peut pas satisfaire tous les besoins, mais l'organisation elle est apte à, quand elle est créée, elle est apte à satisfaire certains besoins et d'atteindre certains buts ou objectifs. Donc, l'étude des organisations nécessite aussi de mobiliser différentes disciplines. Donc, on l'a vu tout au long du cours. Donc, on a vu la sociologie, la psychologie, l'histoire, l'économie, la gestion, la science politique, etc. Donc, les différentes théories sont obligatoirement affectées à une des disciplines. Donc, c'est obligatoire pour comprendre les organisations. Donc, le management, sa définition, elle diffère d'une personne à une autre. Donc, je peux définir d'une certaine manière le management, quand vous pouvez le définir à votre manière, donc que ça soit clair. Donc, le management est l'ensemble de méthodes et techniques qui facilitent la direction, le pilotage et la gestion d'une organisation. Donc, le management, il est là pour donner des outils ou des méthodes qui vont faciliter la gestion ou la direction, le pilotage, etc. de l'organisation, donc à travers des différents aspects. Donc, on a commencé par une partie 1 qui était les théories classiques. Donc, ça, c'est vraiment les approches classiques. Donc, les approches classiques des organisations sont, en général, c'est les 3 écoles. Donc, vraiment, c'est les premiers fondements des théories des organisations. On a l'école classique, l'école des relations humaines, l'école néoclassique. Donc, quand on dit théorie des organisations, c'est obligatoire de connaître au moins les trois écoles. Donc, c'est très très important pour comprendre les organisations en général.
Donc, à la fin de la séance, vous serez apte à répondre à certaines questions. Donc, le résumé de ces questions, il est déjà donné. Donc, vraiment, des différentes questions reliées à chaque école sont vraiment les plus importants à retenir. Donc, et à développer à votre manière. Donc, je vous donne les outils et les résumés et les explications, bien sûr, qui sont reliées à la matière, mais vous serez apte à apprendre à rédiger et à expliquer à votre manière, avec les grandes idées qui sont déjà données dans le cours. Donc, pour ce qui est de la partie des théories classiques, donc c'est sous forme de trois parties. Donc, comme on l'a vu, c'est trois écoles. Donc, chaque école, il y a des questions. Donc, on va commencer par l'école classique. Donc, les questions reliées à l'école classique sont au nombre de trois, aussi simple que ça. Donc, quels sont les principes de l'organisation scientifique du travail, qui a été présenté par Taylor, d'expliquer les fondements des travaux de Fayol. Qu'est-ce que les fondements des travaux de Fayol? Et d'expliquer aussi qu'est-ce que la bureaucratie, qu'est-ce que vous avez compris de la bureaucratie selon Weber. Donc, on commence par l'école classique. Donc, l'école classique, il y a trois fondements. Donc, si on suit les questions, donc, quels sont les principes de l'OST de Taylor? Donc, il y a différents principes. Donc, mais en général, l'école classique est parmi les principaux précurseurs de la théorie des organisations. Il y a Fayol, Taylor et Weber. Donc, les trois sont considérés comme les fondateurs de l'école classique du management, et leurs idées ont été largement mises en pratique dans les organisations et sont toujours mises en pratique. Donc, pour ce qui est de l'OST, l'organisation scientifique du travail de Taylor, elle supporte une division des tâches permettant une maîtrise du temps, une maîtrise des méthodes du travail, ainsi qu'une prescription des tâches de chaque ouvrier. Donc, par prescription, on entend la spécialisation des tâches par rapport aux ouvriers. Donc, pour ce qui est de Fayol, tout simplement, Fayol, quant à lui, il s'est principalement intéressé aux problèmes de direction de l'entreprise et a ajouté les bases de la théorie administrative. Donc, dans les entreprises, Fayol distingue ainsi 6 fonctions. Donc, il y a la fonction technique qui est la production, la fonction commerciale qui est l'achat, la vente, la fonction financière qui est de s'assurer de la disponibilité des capitaux, donc, et la fonction de sécurité qui est tout ce qui est incendie, vol, grève, etc. La fonction comptable, c'est la situation économique de l'entreprise. Et là, finalement, la fonction administrative qui est appelée maintenant le management. La coordination du travail repose pour Fayol sur les principes d'autorité, de discipline, d'unité de commandement, de centralisation et de respect de la hiérarchie. Donc, ça, c'est les idées de Fayol. Et aussi, il a défendu une idée qui est, ou bien l'idée de POC, donc c'est appelé comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la prévision, l'organisation, le contrôle, la coordination et le commandement dans une organisation. C'était un des premiers qui a expliqué la naissance du management à travers ces éléments. Donc, pour ce qui est de Weber, lui, il prône pour une organisation pure bureaucratique de l'entreprise qui est, selon lui, l'assurance de l'efficacité organisationnelle. Pourquoi, en tant que forme d'organisation du travail, la bureaucratie weberienne désigne une administration publique dont l'action est encadrée par le droit. Donc, les agents, les fonctionnaires sont recrutés par un examen ou concours, donc accomplissent une carrière, doivent obéir à leur supérieur hiérarchique et travaillant dans un secteur spécialisé. Donc, pour ce qui est des questions sur l'école des relations humaines, on peut dire qu'ils sont au nombre de 6. Pour résumer cette partie, c'est d'expliquer les principes ou c'est d'expliquer les 5 besoins de Maslow. Qu'est-ce que ces 5 besoins? D'expliquer la théorie des 2 facteurs de Hirschberg et quels sont les principes du management participatif démocratique de Lewin, et d'expliquer la théorie X et Y de McGregor, d'expliquer les différentes structures de Argyris, d'expliquer les différents styles de management selon Likert. Donc, c'est vraiment les 6 idées de l'école des relations humaines sous ces questions. Donc, on fait un rappel sur l'école des relations humaines avec ses différents théoriciens. Donc, les travaux sont divisés en deux. C'est des travaux sur la motivation des individus dans une organisation et les travaux sur la conduite des groupes d'individus.
Donc, pour ce qui est des travaux sur la motivation, on a vu deux auteurs qui sont Maslow et Herzberg. Pour ce qui est de Maslow, il a étudié les 5 besoins. Donc, il est connu sous le nom Maslow et la pyramide des besoins. Donc, ces besoins sont présentés en deux groupes de besoins, primaires et les besoins secondaires. Donc, ainsi pour lui, les 5 besoins sont les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins de réalisation. Donc, c'est très important déjà de connaître quels sont ces besoins. Si vous voulez expliquer plus, plus de détails, vous aurez, c'est de la culture générale ou c'est plus oui, c'est de la culture générale de la matière. Donc, vous pouvez aller chercher dans les séances, les premières séances qu'on a vues. Pour ce qui est de Hirschberg, donc quant à lui, il a étudié des sources de motivation, qui a fait une distinction entre facteurs d'hygiène et facteurs valorisants. Au fond, Hirschberg considère qu'il existe deux types de besoins. Le besoin psychologique d'éviter la souffrance, c'est le bas de la pyramide de Maslow, et le besoin psychologique de réaliser, c'est le haut de la pyramide de Maslow. Donc, il y a aussi les différents travaux sur la conduite des groupes, donc parmi lesquels il y a des travaux de Lewin, qui montrent la supériorité du management participatif sur le management directif, donc, puisqu'il permet de rendre les individus plus satisfaits en les impliquant dans un processus de décision collectif. Il s'agit de dialoguer, de négocier et de résoudre aussi les problèmes collectivement, de décider en commun des solutions et de leur mise en œuvre. Pour ce qui est, quant à lui, c'est vraiment une source de motivation. Les études de Argyris montrent qu'il faut rompre avec la structure pyramidale, donc pour construire une organisation saine qui libère l'énergie des individus à l'organisation. Il préfère l'organisation hiérarchique et verticale, qui est l'organisation transversale et horizontale, donc on travaille dans le même niveau, donc il n'y a pas de niveau hiérarchique. C'est une source aussi de motivation pour lui. Et si on veut passer aussi à McGregor, donc pour lui, il a montré que le style de management le plus fréquent est le style autoritaire et hiérarchique. Donc, c'est ce qu'il a expliqué dans la théorie X. Donc, le manager qui l'adopte considère les subordonnés comme des individus qui, en général, n'aiment pas le travail, donc ils cherchent à l'éviter. Donc, c'est vraiment des fainéants. Donc, la théorie X, elle est connue sous des ouvriers qui sont fainéants, qui évitent de travailler. Donc, ils pensent donc qu'il faut les contrôler, les surveiller, les contraindre par des sanctions et que les individus acceptent ce mode de fonctionnement par manque d'ambition et le refus des responsabilités. Donc, si les individus sont paresseux et sans initiative, il faut l'imputer aux managers qui agissent selon la théorie X. Donc, il propose aussi d'adopter une autre théorie qu'il estime tout aussi valable, c'est la théorie Y, selon laquelle c'est l'opposé de la théorie X. Donc, c'est les individus aiment le travail et sont prêts à s'impliquer, à faire des efforts, à apprendre. Donc, ils s'autocontrôlent. Donc, cette théorie induit un management participatif, laissant l'initiative à la responsabilité aux individus, conduisant à leur satisfaire et à la réalisation de leurs aspirations, tout comme l'accomplissement des objectifs de l'organisation. Finalement, pour Likert, il a cherché à relier la performance de l'entreprise et le style de management. Donc lui, il aboutit à un style autoritaire exploiteur, il aboutit plutôt à une typologie des styles de management, tels que le style autoritaire exploiteur, style autoritaire partenariste, style consultatif, style participatif par groupe, et constate que le style participatif est le plus efficace. Donc les questions sur l'école néoclassique vont nous permettre de comprendre les deux théoriciens qui ont été les fondateurs de cette école. Notamment, c'est d'expliquer la décentralisation avec contrôle coordonné de Sloan, qu'est-ce que c'est, et quels sont les apports de Drucker donc, dans l'école néoclassique. Brièvement, on peut expliquer l'école néoclassique à travers deux idées, les idées de Sloan et de Drucker. De Sloan, il a expliqué la décentralisation avec contrôle coordonné. Donc, on a vu aussi un exemple de diagramme qui a expliqué les différentes divisions qui attachent ou qui sont attachées à la décentralisation avec contrôle coordonné. Donc, l'entreprise, elle est structurée en divisions, découpage par produit, par domaine d'activité stratégique, par zone géographique, etc. Donc, on peut le voir dans le diagramme qu'on a vu. Et aussi, la direction, elle est là juste pour faire le contrôle de gestion. Donc vraiment, la direction, c'est une entité à part de l'entreprise, mais elle fait juste le contrôle de gestion des différentes divisions.
Bon, pour Drucker, Drucker, il a expliqué trois notions, donc les tâches du management moderne, à travers trois fonctions. Donc, il a défini la mission et les buts de l'organisation, permettre le travail productif et l'accomplissement du travailleur, gérer la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, pour lui, les tâches de management, ou du manager, c'est ces trois fonctions. La direction par objectif, c'est la DPO ou la MPO, donc ça dépend chacun comment il explique. Donc elle était DPO, mais après par la suite, elle s'est transformée en MPO, management par objectif. C'est le même principe, donc elle consiste à donner des objectifs aux individus qui déclinent de la stratégie de l'entreprise. Donc vraiment, les individus doivent atteindre l'objectif. Donc c'est à eux de tracer les différents points ou les différentes étapes pour atteindre l'objectif de l'organisation. Donc les tâches sont reliées spécifiquement aux objectifs. Le client avant le profit, c'est une des premières notions qui a été introduite. Donc vraiment, c'est une notion qu'on peut voir dans des matières de marketing ou en général du management, mais qui sont rattachées principalement au client. Donc le client, il doit être traité comme un roi et il doit être traité bien sûr avant de voir le profit de l'organisation. L'entreprise pour lui ne peut exister que si elle dispose d'un marché, c'est-à-dire les clients. Le profit ne doit pas être l'objectif premier. Donc, le profit pour lui, c'est un objectif secondaire. Donc, il faut expliquer, il faut vraiment comprendre le client et satisfaire le client avant de chercher le profit pour une organisation. Donc, pour finir avec cette première partie des théories classiques, donc, vous serez apte à répondre aux questions que j'ai déjà données. Donc, pour le moment, avec juste quelques slides, vous êtes normalement capable d'expliquer qu'est-ce que les différents fondements de l'école classique, quels sont les apports de l'école des relations humaines et quelles sont les grandes idées de l'école néoclassique, donc à travers les différents points. Donc, les questions d'examen vont être spécialement des questions aussi simples. Il y aura des questions au choix parce que pour donner plus de chance aux gens qui ne vont pas se rappeler de quelques réponses. Donc ça, on va dire que c'est normal. Mais j'aimerais bien que vous aurez assez de temps pour préparer les questions d'examen qui sont vraiment bien présentées dans cette partie. Donc, pour ce qui est des théories modernes, ce sont des théories qui sont aussi très importantes dans le domaine du management ou dans le domaine organisationnel. Donc, parmi lesquelles on a vu cinq écoles. Donc, il y a l'école systémique, l'école de la contingence, l'école de la décision, l'école sociologique et aussi les théories économiques de l'organisation. Donc, ce sont des écoles qui ont rajouté différentes notions à la théorie des organisations et au management organisationnel. Donc, pour commencer avec les théories modernes, on a vu la théorie ou l'école systémique ou la théorie systémique, donc qui s'appuie sur des concepts et sur des outils de modélisation. Donc, on a vu la circularité, l'interaction, la rétroaction, etc., qui décrivent des propriétés ou des principes liés au fonctionnement d'un système. Qu'est-ce qu'un système? Donc, pour eux, l'organisation est un système. Donc, c'est pour ça qu'on explique l'école systémique parce qu'elle est rattachée à l'organisation. Donc, afin de comprendre en profondeur cette école, donc il était question de savoir ou bien de savoir quels sont les principes ou quels sont les concepts de base, quelle est la modélisation d'un système complexe, qu'est-ce que les désordres organisateurs et enfin quelles sont les influences de cette école sur la théorie des organisations. On a tenté de comprendre les concepts de base de la systémique à travers 5 titres. Donc, premièrement, les systèmes globalité émergence. Donc, les premiers éléments nous ont permis de comprendre qu'est-ce qu'un système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but spécifique, tel qu'une organisation. Donc, à travers des exemples de la chaise et de l'automobile, si vous vous rappelez, on a pu comprendre qu'un système est défini comme tel, qu'il existe des éléments reliés entre eux et ayant des interactions. Ainsi, un système ne peut être inactif. Donc, pour la chaise, même si elle était constituée de divers éléments reliés entre eux, assise, dossier, pied, l'absence d'interaction entre les éléments la rend inactive et ne peut être définie comme un système. Alors qu'une automobile, lorsqu'elle est en activité, sera le siège de nombreuses interactions entre des différentes composantes.
S'y ajoutent les interactions avec l'utilisateur qui pilote le système de machine, capable aussi en partie de se réguler lui-même, réglage du débit de carburant, du débit d'air, frein d'anti-blocage, etc. Donc, les concepts d'interaction, rétroaction et causalité circulaire ont été étudiés en deuxième lieu. Donc, on a bien spécifié que dans un système, on a des interactions entre plusieurs éléments. Par la suite, on a des boucles de rétroaction, c'est-à-dire des feedbacks entre les différents éléments pour désigner ces interactions continuelles qui peuvent être positives ou négatives. La causalité circulaire est l'ensemble des rétroactions ayant une causalité à effet naturel. On a vu plusieurs exemples. Pour définir simplement la circularité, on peut simplement dire que l'on est dans la circularité lorsqu'un phénomène A influence et agit sur un phénomène B et que à son tour B influence sur l'élément A. Donc la base de la systémique est d'arrêter de voir les liens isolement, mais de regarder les choses en même temps. C'est à ce stade qu'apparaît la boucle rétroactive de la causalité circulaire entre les différents éléments. L'interrelation et organisation font partie aussi des concepts étudiés en troisième point. Donc, lorsque les interactions deviennent permanentes ou durables, elles sont qualifiées d'interrelations et l'ensemble des interrelations est appelé organisation. Donc, l'organisation est la relation des relations. L'organisation est en même temps une structure et aussi une organisante. C'est un programme. Un système est caractérisé par une ouverture et fermeture, donc c'est pour cela il est important de comprendre à quoi consistent les deux notions dans la systémique. Donc c'est ce qu'on a vu dans le quatrième titre. Ainsi, une organisation joue le rôle de fermeture du système. Elle relie et maintient la stabilité du système et son existence à travers des intrants et des extrants. Donc finalement, comme concept de base, nous avons vu ou expliqué la complexité, la variété et l'organisation ou l'auto-organisation. La complexité croît avec le nombre d'éléments et le nombre d'interrelations, ainsi avec le nombre de relations entre le système et son environnement. Cela détermine le nombre de configurations d'états, de comportements possibles que peut prendre un système, c'est-à-dire sa variété. Pour cela, un système doit être capable de transformer son organisation, c'est la propriété d'auto-organisation. Donc, on passe au deuxième élément étudié par l'école de la systémique, qui est la modélisation d'un système complexe. Moigne et distingue trois sous-systèmes fondamentaux pour compléter la définition d'un système. Donc, on a le sous-système de décision, le sous-système d'information et le sous-système opérant, qui est la production. Pour compléter, Moigne propose d'observer également les aspects fonctionnels et génétiques. Donc, l'étude de l'aspect fonctionnel consiste à déterminer ce que le système fait, ses finalités, sa fonction et son utilité. L'aspect génétique vise à découvrir ce que devient l'objet, à rechercher la dynamique de son évolution, c'est-à-dire son histoire et son futur ou son devenir. Le troisième élément étudié par la systémique est le désordre organisateur à travers la théorie du chaos. On a vu aussi le dialecte de l'ordre et du désordre, qui invite à étudier une organisation dans ses régularités, stabilité, équilibre, mais aussi dans ses instabilités, incertitudes, déviances, perturbations, innovations, etc. On a vu aussi les influences de cette école ou de l'école systémique sur différentes théories des organisations, telles que l'école sociologique, l'école décisionnelle, l'école sociotechnique, les travaux sur l'organisation, etc. Donc, on a vu que l'école des systèmes, elle apparaît dans différentes écoles par la suite. Donc, pour ce qui est de l'école de la contingence, c'est une école complémentaire. Donc, aussi, on la voit s'apparaître ou apparaître dans différentes écoles. Il y a tel que dans les analyses des facteurs internes et externes reliés à l'organisation. On le voit aussi dans les différentes parties des matières de marketing, puisqu'on étudie l'environnement interne et externe. Il y a eu différents travaux. Donc, pour ce qui est des travaux des travaux internes à l'organisation, on a vu Blow qui a étudié la taille de l'organisation. Donc, pour lui, la taille et la bureaucratie sont tellement reliées. La taille et l'organisation structurelle aussi. Donc, on a vu différentes situations se reliant à cet aspect de taille. Pour ce qui est de Greener, qui a étudié l'âge de l'organisation, à travers le cycle de vie d'une organisation.
Woodward, il a étudié la technologie. La technologie, pour lui et les différentes façons d'organiser la production. Chandler, il a étudié les choix stratégiques, donc l'adaptation des formes structurelles qui sont très importants dans une organisation. Les facteurs externes qui sont reliés spécifiquement à l'environnement externe, donc il y a eu des travaux de Burn et Stalker, donc qui ont étudié l'influence de l'environnement. Donc on a vu la forme mécanique et organique. Lawrence et Lorsch qui a étudié la différenciation et l'intégration organisationnelle à travers les stratégies d'intégration. Pfeiffer et Salancic qui ont étudié la théorie de la dépendance des ressources stratégiques qui spécifie exactement qu'il faut s'organiser pour tenter de contrôler l'environnement pour une organisation afin d'atteindre notamment la performance ou les objectifs de l'organisation. Donc ça, c'est vraiment les grandes idées de ces écoles. Donc on va voir à la fin pourquoi, pour des écoles, j'ai donné quelques détails, mais pour d'autres, j'ai donné juste quelques exemples, quelques idées, ou bien les grandes idées. Donc comprendre qu'il y a eu dans l'école de la contingence, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des travaux internes qui sont reliés à la taille, l'âge, la technologie et les choix stratégiques de l'organisation. Et il y a aussi des facteurs externes qui sont reliés à l'environnement externe, qui sont l'influence de l'environnement, la différenciation et l'intégration organisationnelle, et ainsi que la théorie de la dépendance des ressources stratégiques. Pour ce qui est de l'école de la décision aussi, c'est des grandes idées. Donc ça, c'est vraiment le plus important à apprendre. Donc je ne vais pas demander à plus que ça, mais vraiment, c'est de comprendre qu'est-ce que vous avez vu par rapport à l'école de la décision. Donc, premièrement, on a vu la décision comme processus d'optimisation. Donc, on a vu l'élément optimisation. Qu'est-ce que c'est? L'incertitude, la certitude, le risque, la situation de choix d'option, les alternatives possibles et l'objectif. Deuxième élément, on a vu la rationalité limitée et la prise de décision. Quelle est la relation entre les deux éléments? Donc, la rationalité absolue dans les organisations, de la rationalité substantive à la rationalité procédurale. On a vu aussi les types de processus décisionnels dans l'organisation. Dans 4 situations différentes en matière de décision, on a l'approche rationnelle, plus rationnelle, de nature plus politique et du leader. Et aussi le quatrième élément, on a vu le modèle de la poubelle qui est expliqué à travers l'anarchie organisée. Le cinquième élément, on a vu le pouvoir et le processus décisionnel. Quand les individus détiennent un certain pouvoir au sein de l'organisation, il y a certains éléments ou bien plusieurs éléments qui vont changer. Donc, ce sont des acteurs du système, donc ils vont contrôler plus le système. Tout ça, c'est pour mener à bien une décision dans une organisation. Donc, ces différents éléments qui ont été donnés par l'école de la décision ou la théorie de la décision, mais pour mener à bien ou bien pour atteindre bien les objectifs de l'organisation, il est important de donner une place importante à la prise de décision. Donc, pour ce qui est de l'école sociologique, donc, on avait 3 éléments reliés à cette école qui sont l'analyse stratégique des organisations, la régulation sociale et l'analyse structurelle. Donc, pour ce qui est de l'analyse stratégique, l'ASO plutôt, donc c'est un processus dynamique, c'est une approche systémique. Donc, un processus dynamique, pourquoi? Parce que les acteurs et leurs stratégies vont se rencontrer et entrer en interaction ou en conflit. Le résultat de ces interactions explique le fonctionnement de l'organisation et en même temps redéfinit les relations entre ces acteurs. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est dynamique, donc il y a différentes interactions. Donc, il y a une approche systémique ici. Donc, on voit la systémique qui est reliée à la sociologie. Donc, on a vu l'influence de cette école sur la sociologie. Donc, les acteurs créent l'organisation ou le système, donc un système d'action, les sources pouvoir et les fondements de l'action organisée. Le deuxième élément, c'est la régulation sociale, expliquée par Rino. Donc, pour lui, c'est un construit social et c'est la règle est un principe organisateur. Donc, un construit social, c'est quoi? C'est les acteurs disposent d'une marge de liberté d'action et leur interaction produisent l'organisation. La règle est un principe organisateur, donc on a la négociation et les compromis ici dans cet élément. Le troisième élément, finalement, c'est l'analyse structurelle, expliquée par Elliot Jack. La culture comme facteur de performance organisationnelle pour la réalisation des objectifs. Donc, il est important de comprendre la culture dans une organisation pour que cette organisation soit performante ou puisse atteindre ses objectifs d'une certaine manière, même si la culture est un élément qui est difficilement comprenable. Donc, il faut vraiment des méthodes et des outils pour comprendre les individus dans une organisation. Donc, la culture, c'est les individus, de comprendre l'élément individu.
pour finir avec les théories modernes, donc c'est les théories économiques. On a vu les théories économiques de l'organisation. Donc à travers 3 théories, c'est la théorie des coûts de transaction, la théorie de l'agence et la théorie évolutionniste. La théorie des coûts de transaction, on a vu Coase et Williamson. Pour Coase, l'objectif c'est d'intégrer l'entreprise à l'analyse économique. Les coûts de transaction liés à l'information et ceux liés à la négociation, donc il y a des coûts. C'est pour ça qu'on appelle coûts de transaction. Donc il relie l'entreprise à des coûts, soi-disant de l'information ou de la négociation. Pour ce qui est de Williamson, il a parlé de la rationalité limitée des agents économiques à cause du manque d'informations. Donc le choix de la bonne solution dépend de la complexité de l'environnement. Donc il faut vraiment bien analyser les informations pour les traiter. La théorie de l'agence, quant à elle, elle a étudié l'entreprise comme conséquence de la symétrie d'information. Qui dit asymétrie d'information, il dit l'organisation est un type de contrat. Donc on a un modèle principal agent, nœud de contrat. Donc c'est pour ça qu'il est relié. La symétrie d'information, c'est que tous les agents n'ont pas accès à la même information. La gouvernance d'entreprise, c'est le fait d'imposer aux directeurs d'entreprise la discipline du marché pour agir aux intérêts des actionnaires. Donc, il est important de leur faire signer un contrat de directeur avec l'entreprise pour qu'ils respectent les règlements de la gouvernance. Enfin, la théorie évolutionniste, l'entreprise, elle a des compétences organisationnelles conçues comme un lieu d'agencement, de construction, de sélection et d'entretien des compétences. Il a aussi expliqué un principe de routine qui sont les règles d'apprentissage des individus, la socialisation, éducation, imitation, codification ou acquisition. Donc, ce sont des éléments, même si ce sont des routines, mais ils permettent aux individus d'apprendre tout au long du processus organisationnel. Donc, on passe vite fait à la partie 3, donc, qui est plus des théories ou bien des idées ou des notions qui sont récentes, donc qui sont assez récentes, ou bien les plus récentes. Donc, on a les transformations organisationnelles contemporaines. Donc, c'est le fait qu'une organisation s'est transformée tout au long d'une période donnée. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des transformations. Donc, on a cinq organisations. Donc, on a l'organisation lean, l'organisation intelligente, l'entreprise libérée ou l'organisation libérée. On a les types de structures et vers des organisations en réseau. Pour ce qui est de l'organisation lean, le lean est très commode. Donc, on le voit souvent dans les systèmes d'organisation. Donc, il est utilisé souvent. C'est un système d'organisation de l'entreprise qui a longtemps était assez peu formalisé. Ce système peut être expliqué par 2 principes centraux. On a le juste à temps et l'amélioration continue. Just in time, donc on l'appelle souvent comme ça, donc qui consiste à ne produire que les quantités demandées par les consommateurs. Donc produire en fonction de la demande. L'amélioration continue, c'est le fait de réduire les coûts sur des petites séries. Donc, cette partie où l'amélioration continue, elle permet d'éviter le gaspillage. Par gaspillage, on entend le travail. Bon, il y a plusieurs exemples de gaspillage, notamment le gaspillage de temps. Cela passe par une amélioration continue du processus de production dans le but d'obtenir la qualité du premier coup. Donc, travail en groupe, autonomie des équipes, résolution des problèmes, etc. Donc, ils travaillent ensemble dans le but d'une amélioration continue. L'organisation intelligente, c'est une organisation capable d'apprentissage collectif et dite apprenante ou à l'image du cerveau. On utilise le cerveau, c'est-à-dire l'intelligence. L'organisation intelligente dont les membres peuvent sans cesse développer leur capacité à atteindre les résultats qu'ils recherchent ou de nouveaux modes de pensée sont mis à disposition ou mis au point, où les individus apprennent en permanence comment apprendre ensemble. Donc on a le travail en groupe ou l'apprentissage en groupe. Quelques exemples, c'est l'avènement de la société du savoir, l'évolution du contenu du travail, l'importance du facteur humain et de ses compétences, etc. Le troisième élément, troisième transformation organisationnelle, c'est l'entreprise libérée. L'entreprise doit être libératrice envers ses membres. Les libérer de la hiérarchie et du contrôle. Donc, on a vu ça dans différentes écoles qui ont plutôt défendu cette idée d'autonomie, motivation et performance, telles que McGregor.
Les individus sont par nature prêts à s'investir et n'ont pas besoin de stimulants externes. Donc, il suffit que les environnements ou leur environnement de travail leur laisse toute la liberté et autonomie. Ils vont se sentir responsables, faire preuve d'initiative et d'amélioration, donc en ce qui a trait au résultat et la performance de l'organisation. Les types de structures, il y a eu différents types de l'étude sur les différents types de structures dans une organisation. Donc chaque organigramme définit sa propre structure adaptée à sa taille, sa complexité ou la complexité de ses marchés, à son degré de diversification ou à son niveau d'internationalisation. Les structures sont généralement représentées par des organigrammes. Donc on a vu aussi quelques exemples d'organigrammes tout au long du cours. Et par la suite, il y a des études plus spécifiques concernant les organigrammes qui vont définir la structure par rapport à l'organigramme. Donc, l'organigramme, c'est quoi? C'est une représentation graphique de différentes unités qui composent une organisation et des relations hiérarchiques qui existent entre elles. Donc, vers des organisations en réseau, donc si vous vous rappelez, on a vu 3 éléments reliés à ces transformations. On a vu l'entreprise intégrée, l'externalisation et l'entreprise réseau. Donc, chaque élément, il a été expliqué durant la dernière séance. Mais bon, en général, l'entreprise réseau, c'est un ensemble d'entreprises qui travaillent sur un même projet, même si elles travaillent peut-être pas dans le même domaine, mais ils sont reliés par un seul projet. Et aussi les autres éléments sont aussi très simples. Mais vraiment, ces détails sont des cultures générales. Donc vraiment, ce qu'il y a à retenir, c'est ce que j'ai mis dans les différents diaporamas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on arrive à la fin de la séance d'aujourd'hui et aussi la fin de la séance ou des différentes séances de la matière de management 2. Je peux juste vous dire que c'est un autre style d'enseignement à distance. Donc, qu'on a vu dernièrement. Donc, c'est vraiment très récent. Donc, je pense que vous n'avez jamais eu soi-disant cette occasion ou bien un tel changement concernant les études, parce qu'on a toujours eu l'habitude de se présenter au cours pour apprendre. Donc, j'espère que ça a été constructif. J'espère que vous avez appris des choses, même malgré que c'est des cours en ligne. J'essaie de faire le maximum pour que vous ayez le plus de notions possible. Même si c'était beaucoup de notions, mais le plus important vraiment, c'est d'apprendre. Donc, je vous l'ai dit souvent dans les premiers cours, c'est des expériences que vous avez eues. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est d'apprendre. Ce que vous avez appris dépend de vous. Donc, vraiment, ça dépend de vous. Bien sûr, la réception est très importante. Donc, on peut juste lire un livre et apprendre pas mal de choses. Mais le plus important, c'est de retenir aussi des éléments qui sont très, très importants. Donc aujourd'hui, le but était vraiment de résumer toute la matière de la matière de management 2, de la théorie des organisations. Donc vraiment, c'est le maximum d'informations que vous pouvez avoir dans cette matière. Ce qui est recommandé, c'est quoi? C'est de retenir ce que vous avez appris. Bien sûr, c'est de faire des efforts aussi. Donc on ne peut pas apprendre sans faire des efforts. Ça, c'est normal. Donc vous aurez à faire vos résumés, vous aurez à apprendre, vous avez tout le temps, parce que l'examen, c'est en septembre. Et vous avez tout le temps pour apprendre, pour résumer, pour revoir la matière d'une autre manière. Pour ce qui est de ma matière de management 2 en tant que professeur, ce que je demande aux étudiants, c'est d'essayer d'expliquer les choses à leur manière. Donc, bien sûr que ça soit clair. Je vous l'ai dit les 2 premières séances, je pense qu'il faut que ça soit des idées claires. Si vous écrivez un email, il faut que ça soit clair. Si vous écrivez des idées, il faut que ça soit clair. Donc, vraiment, c'est de comprendre les idées, mais c'est le fait de les développer. Donc, c'est le moment de commencer de développer vos propres idées. Bien sûr, avec les fondements de la matière. Maintenant, je vais vous dire concernant l'examen. Je vais passer à l'explication sur l'examen. Pour ce qui est de l'examen, j'y pense, il y aura 4 questions. 2 questions au choix. Donc, vous aurez à répondre obligatoirement à seulement 2 réponses. Donc, il y aura 4 questions et 2 au choix. Donc, je dirais que ça va vous donner une très, très, très grande façon ou une très grande possibilité, au moins de répondre à 2 questions.
vraiment le plus simple possible. Les questions qu'on a vues aujourd'hui, ça va se répéter à l'examen. Donc, une des questions ou quatre de ces questions vont se répondre. Donc, ce que je vous demande, c'est de répondre à ces questions, aux différentes questions que j'ai posées aujourd'hui dans la séance d'aujourd'hui. Il y a eu 6 questions, 7, 8, 9, 10, 11 questions. Il y a eu 11 questions. Donc, parmi ces 11 questions, vous aurez 4 à l'examen. C'est les mêmes questions, donc il n'y aura pas d'autres questions. C'est vraiment les plus importants à retenir. Donc, plus simple que ça, donc c'est la théorie, c'est les théories classiques qui vont être inclus dans l'examen. J'espère que c'est clair parce que à chaque fois que je reçois un email, je suis un petit peu choquée parce que des fois je reçois un email qui me dit, qui me pose une question qui a été expliquée dans une séance. Donc je suis un petit peu choquée parce que j'utilise mes propres mots. Je ne sais pas si je vais assez vite, mais je pense que c'est clair. Donc l'examen, c'est le fait de comprendre les théories classiques. Les théories classiques, c'est l'école classique, l'école des ressources humaines et l'école néoclassique. C'est les 3 écoles. Donc, pas plus que ça. Les autres écoles ne vont pas être incluses dans l'examen. Donc, غادي نقولها بالعربية. الامتحان تاع سبتمبر غادي يكون عندكم les théories classiques. وشنو هما les théories classiques? On a vu c'est la première partie du plan de cours. La première partie شنو هي? C'est l'école classique, l'école des relations humaines et l'école néoclassique. Donc il y aura 3 écoles. Donc غادي نكون عندكم 4 ديال les questions à l'examen, جوج au choix. جوج تختاروهم, ils sont obligatoires تجاوبوا على زوج au moins. جوج يعني جوج, pas plus que ça. Donc il y aura 10 points pour chaque question. Et le développement des questions, حسب كل واحد كيفاش غادي يديفلوبيهم. مي لي زيدي اللي غادي ندارو هما اللي كنشرحهم اليوم في لاكور. راني كنقول بالعربيه باسكو دي فوا جي لامبرسيون بلي الناس ما كيفهموش. يا دي شوز في الفرنسي ما راهمش يفهموهم, ولا بوتيتر لو مونك دو كونسونطراسيون, ولا بوتيتر واحد ملي كيقرا في الدار سي با لا ميم شوز كو اون فاس. مي كنقول انه يعني ليتوديون في ليكزامان ديسي سبتمبر غادي يكون عندكم 4 ديال لي كيسيون, وبهاد لي كيسيون بهاد 4 لي كيسيون راني حطيت اليوم 11 كيسيون في هاد لا سيونس. دونك شوفوا هاد 11 كيسيون وجاوبت عليهم من بعد في دي سلايد من بعد. دونك في دوك لي سلايد 4 ديال لي كيسيون غادي يكونوا من دوك 11 كيسيون اللي عطيتها غادي نجبد منهم 4. دونك اون غرو يعني il faut se concentrer sur les 11 questions que j'ai données aujourd'hui dans le cours. Les autres, et vous les gardez. Avec la culture générale, durant toute la matière, vous la gardez. Parce que c'est important, si vous le savez une autre fois. Donc, j'espère que ça a été très très clair. Donc, si vous avez des questions, le cours, même si le cours est fini officiellement, mais je suis toujours, je vais toujours ouvrir Moodle. Donc, j'ai eu pas mal de problèmes concernant des fois la mise en ligne des cours. مي بون يعني نحاول انايا اللي صيفط لي شي ايميل غنجاوبو, يا با دو بروبليم اللي صيفط ليا. مي الا شي واحد صيفط لي قال لي وشنو غادي يكون في ليكزامان, هادي جو في با لاكسبتي و جو في با ي ريبوندر باسكو قلتها في هاد لا ماتيير اوجوردي, لا سيونس دوجوردي قلت لكم شنو غادي يكون في ليكزامان. دونك جو بونس لا ماتيير ديالكم انايا كانت المهمه ديالي هي انني نتعلموا با مال دو شوز ديغون لا ماتيير. دونك هادوك لي شوز اللي تعلمناهم, لو بلوز امبورطون ا retenir هي لا بروميير بارتي. Donc, on ne peut pas limiter le cours la première partie ou on les autres. Donc, c'était important. Nous la matière كاملة. La première partie elle va être évaluée. La partie الأولى هي les théories classiques. Il y a l'école classique, l'école néoclassique et l'école des relations humaines. Donc, et c'est sûr que اللي عنده لحقاش كاينين تبارك الله des étudiants اللي في لو جروب كنشوف يعني انهم فريمون كيقراو تبارك الله كيديروا دي زيفور وعندهم لا كولتور جينيرال ويفهموا مزيان, يعني نون با دو بروبليم في لا ماتيير وعندهم بلوتو كتجيهم ساهله. هذيك سا مي في بليزير باسكو انا لو فيت انه une matière ترجع فاسيل pour des étudiants, هذاك هو le plus important. Ou le plus important bien sûr هي انه c'est de réussir la matière. Donc là, je vais mettre tous les outils au maximum. Il y a peut-être comme 11 questions, il y aura 4 questions parmi ces questions. C'est très simple. 11 questions, 4 غادي نهزهم دوك 11. يعني حفظوا دوك 11 questions tout simplement. عاوتاني بنادم ماشي يتسنى انه تحفظها فاسيلمون. بيان سور خص واحد يدير دي زيفور. يعني 11 question ديالكم en résumé, والواحد ما غادي يكون حتى شي مشكل pour réussir la matière.
alhamdoulilah, le maximum d'étudiants qui ils réussissent les matières ديالهم. J'ai pas de ce problème. Parce que كنشوف انه كاين واحد le feedback الناس كيقراو كيشوفوا كنشوف اللي كيشوف en ligne le cours اللي كيتجاوب مع le cours كيصيفط des questions كيجاوب les quiz ou les quiz bien sûr comme je vous l'avais dit la dernière fois ou les dernières fois les quiz غادي ناخذ des notes ديالهم ils vont être ajoutés à la matière واحد الا خصاتو نقطه زوج راه كتزاد له مع les notes de quiz les notes de présentation aussi les notes de présence اللي كنا درنا في الاول راه عندي 3 ou 4 séances هما الاولى donc parmi les 3 séances غادي يكونوا دوك les quelques notes d'aide soi-disant parce que شي واحد الا جايب 9 وهو كيقرا يعني كان من الاحسن نعطيوه 10 ولا 11 دونك هادو هما لو بوت نتاع هاد لي نوت اللي كيكونوا من هنا ومن هنا سي بور ايدي à avoir une bonne note يعني je vous appelle à faire votre mieux pour réussir la matière donc je ferai de mon mieux aussi mais bon يعني عاوتاني الا قرا je suis là pour lui donner une bonne note بصح الا ما قراش il n'attend rien de moi donc انا درت j'ai mis le cours j'ai donné des choses très importantes dans la matière mais je m'attends à un retour un certain sérieux de votre part donc je vous dis une prochaine fois donc c'est sûr qu'on va se voir à l'examen inchallah donc avec les conditions actuelles on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner d'ici septembre mais on espère le mieux. Donc, je vous souhaite bon courage dans vos préparations à l'examen. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, je suis toujours à votre écoute, donc il n'y a aucun problème. Et aussi, même si la matière est terminée entre nous, donc il y aura pas, peut-être, il y aura d'autres matières que je vais vous enseigner durant les prochaines séances, donc ça me ferait aussi plaisir que ça. Et aussi, donc j'aimerais aussi recevoir quelques emails si vous avez un petit peu le temps. Envoyez-moi un email soi-disant de me dire qu'est-ce que vous avez c'est le feedback de la matière en général. C'est pas les détails, mais واش la matière elle a été satisfaisante pour vous. واش la matière عجبتكم ما عجبتكمش. Quelques critiques. J'ouvre la parenthèse, je vais mettre en ligne un débat là-dessus. Ça, c'est pour les travaux futurs. Donc, vraiment, c'est pour comprendre est-ce que les étudiants, est-ce que ma matière en tant que prof, votre prof, Rawi Bouchra, est-ce qu'elle vous a répondu ou est-ce qu'elle a répondu à vos exigences? Donc, ça, c'est des choses. Donc, c'est sûr qu'après, j'ai des fiches à remplir, mais comme ça se peut, soi-disant que je peux les mettre en ligne, ou bien je vais mettre juste un débat pour un petit peu débattre, soi-disant, de la matière en général. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez des choses ou des choses à dire, donc vous pouvez envoyer des emails. Donc, je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention durant soi-disant le cours au début, le cours en direct en classe et aussi pour les cours en ligne. Donc, je sais que ça n'a pas été une expérience facile, mais je sais que vous êtes capable, tant que vous êtes des étudiants à l'université, je sais que vous êtes capable et vous avez un but, c'est de réussir. Donc, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et je vous dis à septembre, sinon on est en ligne, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup et à la prochaine.